Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. La politique de nommage va permettre de contribuer à identifier une machine sur un réseau. Bien évidemment, il existe déjà beaucoup de moyens d'identifier la machine de manière non ambiguë. On dispose ainsi de l'adresse MAC qui va être associée à la carte réseau, mais aussi on peut avoir l'adresse IP qui est une adresse logique qui va permettre de rattacher la machine à un groupe logique. Mais le nom, lui, est adapté aux humains, alors que les autres adresses sont beaucoup moins facilement mémorisables. Il peut permettre également de donner à l'administrateur réseau des informations complémentaires, comme par exemple le propriétaire de la machine, la zone de responsabilité, le type de machine. Par exemple, on pourrait imaginer que ma machine pourrait s'appeler PC-Bienier ou serveur-Bienier. Ainsi, le nom indique s'il s'agit d'une machine de bureau de type PC ou d'un serveur et donnerait le nom de la personne qui s'en occupe. Mais on pourrait aussi imaginer que ma machine va s'appeler PC l'Iris 502. À ce moment-là, si je dis que ma machine s'appelle l'Iris 502 R030, ce qui est son cas par exemple, eh bien, on sait qu'administrativement, la machine appartient au laboratoire l'Iris et qu'elle va se trouver dans le bâtiment Blaise Pascal 502 et que le numéro de la prise sera R030. Donc on peut aussi retrouver de cette manière-là la machine et on passe d'autres informations. Donc gérer le nommage suppose de définir la stratégie tout comme on l'a fait au niveau du plan d'adressage. Et le nommage peut être hiérarchisé mais surtout significatif. Il n'y a aucune raison pour que la gestion du nommage pour les êtres humains suive l'organisation du plan d'adressage. Dans tous les cas, il faut privilégier le côté synthétique du nom, c'est-à-dire faire court, mais toutefois rester totalement compréhensible. Comment peut-on passer du nom à l'adresse? Pour cela, il faut disposer d'un annuaire. Donc, pour mettre en place un service de nommage, il faut d'abord que la machine soit intégrée dans le plan d'adressage, et donc une adresse IP, soit donnée de manière fixe, soit grâce à un DHCP. Et ensuite, on pourra gérer son identification, donc avoir son nom compréhensible, puis enfin l'intégrer dans l'annuaire où on fera l'association entre l'adresse IP et le nom de la machine. Le système de nommage, historiquement, a été fait de manière ultra simple, avec des configurations fixes sur chaque machine. Ainsi, on définissait dans des fichiers qui s'appelaient host sur chacune des machines les adresses IP et le nom des machines avec lesquelles on devait communiquer. Cela posait un évident problème de cohérence puisqu'il s'agissait de recopier les noms et les adresses et il n'y avait aucune hiérarchisation possible.
Avec le développement de l'Internet et l'augmentation du nombre de machines auxquelles on peut accéder, on a mis au point les serveurs de noms dès 1983, avec l'organisation d'une base de données totalement hiérarchisée et qui a un souci d'efficacité majeur. En effet, l'ensemble des personnes et des machines connectées sur l'Internet doit pouvoir trouver très rapidement l'adresse IP associée à une machine, quel que soit son domaine. On a donc plusieurs serveurs qui sont gérés en round robin de manière à équilibrer les charges et à pouvoir apporter des réponses dans un délai limité. Le DNS est organisé, comme on vient de le voir, de manière hiérarchisée. À la base, 13 routes serveurs sont identifiés et existent. Leur nom, c'est une lettre A.route-serveur.net, B.routeserveur.net, etc. Ces routes serveurs renvoient, grâce à des enregistrements, vers des serveurs qui sont spécialisés par domaine. Par exemple, sur le serveur .fr, sur le serveur .eu, sur le serveur .com. En fait, ces serveurs spécialisés par domaine sont les TLD serveurs. Ils sont associés à ces domaines de premier niveau et ils ne sont pas récursifs. Ils pointeront ensuite sur les registars qui vont permettre d'affecter les sous-domaines et donc de dire qui va pouvoir gérer quel sous-domaine. Et on trouvera en dessous des DNS de niveau inférieur qui seront locaux et qui peuvent eux aussi être organisés de manière récursive. Ainsi, on va pouvoir avoir des noms qui vont être relativement complexes, avec un autre, point un sous-domaine, point un domaine, point le domaine générique, point. Vous voyez que je termine par un point. Chaque nom, dans l'absolu, devra se terminer par un point final. Pour pouvoir résoudre le nom, eh bien on partira de droite à gauche, du générique au particulier, et on aura ainsi l'organisation récursive entre les domaines d'autorité. La base de données annuaire, donc du DNS mondial, est bien organisée sous forme d'un arbre. À la racine, vous avez l'un des 13 routes serveurs et en dessous, vous avez les différentes zones. Chaque zone de domaine va être donc gérée par un serveur TLD et ils vont ensuite pointer sur les registars qui auront délégation. On va donc utiliser des enregistrements différents pour notifier à l'intérieur d'un fichier les liens qui vont lier ces différentes zones. On aura par exemple des enregistrements R qui pourront accéder aux premières sous-zones. Puis ensuite, on donnera délégation grâce à l'enregistrement NS. On va pouvoir donner délégation à un ou à plusieurs serveurs pour une même zone. En effet, il est important de toujours pouvoir retrouver une adresse IP à partir d'un nom. En cas de défaut d'une machine, il est important d'avoir une machine de secours. Donc on peut avoir plusieurs serveurs DNS pour une même zone. Mais attention, il y aura un original et des recopies. Donc on aura d'autres types d'enregistrement, par exemple l'enregistrement SOA qui permettra de définir quel serveur fait autorité pour une zone. Bien évidemment, on peut avoir des risques d'incohérence dès lors qu'on va avoir des recopies d'un serveur à un autre serveur. Donc, seul le serveur autorité pourra donner une réponse définitive. Un serveur non autorité pourra donner une réponse, mais en cas de défaut, il faudra donc se ramener au serveur autorité. Lorsqu'on va vouloir résoudre le nom, on va donc utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la stratégie du Full Qualified Domain Name en explorant de la droite vers la gauche. Donc cela va permettre d'accéder d'abord au nom de la zone, puis aux différents noms de domaine, et donc cela va permettre de descendre de manière très précise dans l'arbre jusqu'à ce qu'on retrouve le nom et l'adresse de la machine cible. Cela nous amène donc à nous intéresser à la résolution d'adresse. Du côté du client, le résolveur va utiliser le système d'analyse de la destination à partir du nom qui est complet. Il va falloir d'abord faire une première recherche dans un cache local pour savoir si on a déjà accédé à cette machine. Si j'y ai déjà accédé, je vais donc disposer d'une adresse IP. Il est donc inutile de rechercher à nouveau l'adresse IP de cette machine, sauf si jamais je viens d'avoir une adresse fautive. Si l'adresse n'est pas présente, alors il va falloir que je recherche l'adresse IP dans mon serveur DNS. Donc je vais utiliser l'adresse du résolveur du fournisseur d'accès Internet ou tout au moins l'adresse du serveur DNS qu'on m'a donné. Et ce serveur, lui, va essayer de faire une résolution locale de la requête dans son cache et s'il n'a pas
la résolution, eh bien, il ira lui aussi chercher dans son serveur DNS, ou alors en analysant, eh bien, on va pouvoir remonter ainsi jusqu'au serveur root pour retrouver la zone, et ensuite le serveur qui va gérer le sous-domaine déposé. Étudions maintenant le fonctionnement du système de DNS. Du côté client, on va résoudre l'adresse en mode FQDN. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une procédure récursive qui va analyser de droite à gauche le nom qui est fourni, de manière à pouvoir trouver le serveur DNS qui saura quelle est l'adresse IP qui est associée au nom de la machine. Je vais analyser de droite à gauche. Donc en fait, je vais d'abord utiliser les routes serveurs pour pouvoir accéder aux zones. Il y a donc une très forte sollicitation de ces machines et on va donc installer différents caches qui vont avoir des temps de latence de mise à jour, mais cela permettra aussi d'éviter des requêtes de base pour repartir directement vers le bon serveur cible. Le problème est souvent un problème de requête circulaire lorsqu'on organise le système de nommage. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux chercher toto.insa-lyon.fr et que le DNS s'appelle lui-même cell.insa-lyon.fr, vous voyez que pour obtenir l'adresse du DNS, cell, il va falloir que j'ai également l'adresse du DNS qui gère insa-lyon.fr. Comment pourrait-on résoudre ce problème? Eh bien, tout simplement, il va falloir pouvoir renvoyer directement l'adresse IP du DNS dans le serveur pair sans demander au serveur DNS de la sous-zone de résoudre directement cette adresse-là. Côté serveur, donc, on va retrouver plusieurs types d'enregistrements. Le premier, le plus utilisé, est celui qui va permettre de résoudre un nom en donnant son adresse IP associée. C'est l'enregistrement A qui assure cette fonction pour IPv4. La syntaxe est la suivante. Le nom de la machine, un nom complet, le nom machine, point, les noms de zone, et ça se termine par un point, A, et l'adresse IP. On notera que dans le cadre où on va avoir une adresse en mode IPv6, c'est un enregistrement quadruple A qui sera utilisé. De manière symétrique, il est aussi possible d'identifier le nom associé à une adresse IP. Ça se fait grâce à l'enregistrement PTR. Il faut noter toutefois une petite particularité au niveau de l'enregistrement PTR, c'est-à-dire qu'on va avoir l'adresse IP PTR, le nom de la machine, mais cette adresse IP, elle va être lue de droite à gauche. Donc, en commençant par les poids faibles, et on remonte jusqu'au point fort quand on écrit l'adresse IP de gauche à droite. D'autres enregistrements permettent également de faire des alias d'un domaine vers un autre domaine. C'est l'enregistrement CNAME ou DNAME. On peut donc faire différentes équivalences et qui pourront permettre de faire des héritages de décomposition en sous-domaines. D'autres enregistrements permettent également de trouver l'adresse d'une machine. On va noter que pour les serveurs, par exemple les serveurs de mail, on a un enregistrement qui est spécifique. C'est l'enregistrement MX. Le nom du serveur de mail est un nom de domaine qui est placé à droite de l'arrobase dans l'adresse. C'est-à-dire qu'on va avoir le nom du destinataire, de la personne destinataire, du compte de messagerie, et un nom de domaine. Donc on va identifier les serveurs de mail en donnant différentes priorités, mais je peux avoir plusieurs serveurs de manière à équilibrer les charges. Donc on va pouvoir définir dans l'enregistrement MX un nom de domaine, MX, une priorité et une adresse complète du ou des serveurs de mail qu'on voudra utiliser. Dans le cas des autres serveurs, eh bien on aura l'enregistrement SRV qui aura une syntaxe identique à l'enregistrement MX et qui va permettre de pouvoir doter différents serveurs d'un niveau de priorité. Revenons maintenant au cœur du système DNS. Vous avez différentes zones et différentes sous-zones. Chaque zone doit être gérée par un serveur qui fait autorité. Il est responsable du maintien de cette fichier de zone et c'est donné par l'enregistrement SOA. Maintenant, quand on va définir le DNS dans une zone, on va utiliser l'enregistrement NS qui va pouvoir donner une délégation aux différentes machines. Dans l'enregistrement NS, on trouvera au minimum le serveur principal, mais on trouvera également l'indication des serveurs secondaires.
On fera la différence entre le serveur principal et les serveurs secondaires grâce à l'enregistrement SOA qui ne contient que le serveur principal. Donc on va trouver dans cet enregistrement SOA les informations concernant le nom du serveur, mais aussi des données sur le management, quelle est la personne physique qui gère, quel est son mail, comment on va pouvoir la contacter, quel est le numéro de série de l'annuaire. Et bien là, on va utiliser des choses qui vont permettre de le classer de manière chronologique. Donc, on aura une date en version année, mois, jour, heure, minute. On aura éventuellement des temps de rafraîchissement, des temps d'attente pour les serveurs secondaires lorsqu'une requête a échoué, des délais d'expiration et un temps minimum qui va représenter la durée de vie du fichier de zone. Il faut noter que tous les temps doivent être exprimés en secondes, ce qui peut s'avérer un petit peu lourd. Cet exemple de fichier zone repris de Wikipédia vous présente plusieurs enregistrements qui sont utilisés pour configurer un DNS. Commençons à le commenter par introduire la directive $origin. Cette directive $origin suivie du nom, exemple.com, indique le nom de la zone qui devra être ajouté systématiquement dans partie gauche dès lors que le nom que vous utilisez ne se termine pas par un point final. Vous avez également par défaut 1 heure pour la durée de vie. Cette valeur 1 heure devra s'exprimer en secondes, donc on aura 3600 secondes. Commençons donc le commentaire. Vous avez un premier enregistrement qui est l'enregistrement SOA qui vous dit que le serveur ns.exemple.com sera le serveur qui va faire autorité pour la zone exemple.com. La zone exemple.com est une zone de premier niveau sous la zone.com. On va retrouver dans l'enregistrement SOA le numéro de série. Par exemple, ici, on voit que c'est un fichier qui a été créé le 7 décembre 2007 à 10 heures, que les esclaves seront rafraîchis tous les jours et qu'on aura éventuellement 4 semaines sur des délais d'expiration. Pour donner délégation à NS, on va rajouter l'enregistrement NS. Donc, on va dire que exemple.com va être géré par le serveur qui s'appelle NS. Donc, par défaut, je vais rajouter exemple.com, donc la valeur qui est derrière le $origin, qui va être le serveur de nom pour exemple.com. C'est le serveur qui va faire autorité puisque c'est le même nom complet que je retrouve dans l'enregistrement SOA. Mais j'ai également une autre machine qui s'appelle ns.somewhere.com, qui est un serveur secondaire, qui est le serveur de backup et qui aura donc un contenu qui sera recopié à partir de ns.exemple.com. Je peux rajouter un serveur de mail grâce à MX en donnant mail.exemple.com, où je peux avoir aussi, avec une priorité VAM, mail2.exemple.com. Mail 3 avec une priorité de 50. Alors maintenant, le problème est de dire comment va-t-on pouvoir accéder à la machine ns.exemple.com. Eh bien, tout simplement, grâce à l'enregistrement A, NSA 10.0.0.2, c'est l'adresse IP de exemple.com. Je peux rajouter aussi un enregistrement à un moment ou à un autre pour dire que toto.exemple.com est à l'adresse 10.0.0.1. Ensuite, je peux rajouter des équivalences pour dire que lorsque je veux le serveur 3W, eh bien, je vais accéder à la machine qui s'appelle NS. Quand je veux définir l'adresse du mail, je vais lui donner son adresse. Et voilà. Donc, vous avez ici plusieurs enregistrements. Par contre, ces enregistrements pourront se trouver dans des fichiers sur des machines différentes, bien évidemment. Regardons maintenant comment fonctionne le DNS. Vous avez une requête sur le DNS qui va demander quelle est l'adresse de servifimp.insa-lyon.fr. Donc, on va avoir une requête au domaine et donc, on voit bien qu'on peut passer l'ensemble des paramètres qui vont permettre de trouver l'adresse de service imp. En retour, je m'attends à trouver l'adresse IP.
Alors, comment je vais faire pour pouvoir retrouver l'adresse IP? Eh bien, tout simplement, on va aller regarder le serveur autorité INSA-Lyon à .fr à un enregistrement de type SOA qui va pointer sur le serveur dns.unif-lyon1.fr. Donc le nom de la zone c'est insa-lyon.fr, le type SOA et je retrouve l'ensemble des paramètres. Intéressons-nous maintenant à la configuration du serveur DNS. Pour pouvoir configurer un service de DNS, il faut d'abord définir l'arborescence, c'est-à-dire identifier le nom de la zone ou des sous-zones, identifier le nom du serveur autorité, du ou des serveurs qui a ou qui auront délégation et leur adresse IP. Il faut aussi définir les adresses IP des machines. Dans le cas des machines Linux, il faut dire comment le DNS doit réaliser la recherche. Sur le client, on va pouvoir définir le nom du serveur ou des serveurs de nom dans le fichier /etc/resolve.conf. Sur le serveur, eh bien, on va aller dans le répertoire /etc/named.conf avec le service bind en particulier. Le répertoire où on va trouver les fichiers de ce serveur vont être sous /var/named. Il faudra éventuellement rajouter d'ailleurs dans ces fichiers des forwarders avec l'adresse IP d'une machine qui pourra nous renvoyer vers des serveurs de nom. Lorsque on va vouloir définir une zone, eh bien, on va avoir la zone, son nom. Ensuite, on va dire si on est maître, par exemple, et où on va trouver le fichier, le nom du fichier qui va être associé à cette zone. Donc, quand je vais faire la configuration dans le named.conf, je vais définir la zone. Et dans la définition de la zone, en définissant zone domaine 1, type master, file domaine 1, je vais aussi devoir mettre le fichier dans /var/named, la version domaine 1. Je pourrais aussi définir un fichier pour la résolution inverse. Et ensuite, je vais définir les fichiers dans les différentes zones. Il va bien falloir penser à l'organisation logique des enregistrements, autorités et délégations. Dans le cas de serveurs sous Windows, je dois avoir toutes ces informations, mais pour pouvoir les saisir, il suffira de cliquer sur les bons onglets. Illustrons notre propos par un exemple de configuration. Supposons qu'on veuille créer la zone TPIF au sein de insa-lyon.fr. Je vais commencer par dessiner l'arborescence, donc le point qui représente le DNS racine, puis la zone FR, puis insa-lyon, puis TPIF en dessous. Il va falloir que pour cette zone, je définisse quel est ou quels sont les serveurs de nom associés. Par exemple, j'ai mon dns.tpif.insa-lyon.fr qui sera géré par Toto et qui a une adresse IP. J'ai un deuxième DNS, le DNS secondaire, qui va être dnssauve.insa-lyon.fr. Vous voyez que je peux avoir un DNS principal et un DNS secondaire qui peuvent appartenir à des zones différentes. Et par contre, je peux avoir des machines dans des zones différentes, mais je n'ai aucun lien avec la gestion des adresses. Débutons la phase du fichier de configuration pour cette zone. Donc, on va avoir la ligne de $origine. Donc, pour expliciter que tout ce qui ne sera pas terminé par un point devra se terminer par tpif.insa-lyon.fr. Ensuite, on va trouver l'enregistrement SOA, donc le nom de la zone, tpif.insa-lyon.fr, SOA, mon dns.tpif.insa-lyon.fr. Évidemment, je n'ai pas mis je peux mettre ou ne pas mettre .insa-lyon.fr selon que je veuille ou pas utiliser la substitution avec le $origine. Je précise qui est le gestionnaire, c'est Toto qui a une boîte aux lettres sur if par exemple. Et on va avoir l'ensemble des paramètres qui devraient être exprimés en secondes. Ensuite, je vais dire qui a délégation. Je donne donc délégation à mon DNS et je vais donner également délégation, grâce à l'enregistrement NS, à DNS sauve. Vous notez aussi que je vais définir l'adresse IP de mon DNS puisque je ne dois pas avoir de requête circulaire, c'est-à-dire que pour pouvoir résoudre l'adresse IP de mon DNS, il faut que je puisse en disposer. Je ne dois pas faire appel au serveur qui s'appelle mon DNS puisqu'à ce moment-là, je ne pourrai pas résoudre son nom. Lorsqu'on a un serveur DNS initialisé, on va pouvoir utiliser une interface pour pouvoir l'interroger. Dans le cadre d'une interface avec un être humain, on va utiliser la fonction NSLOOKUP qui va permettre de rechercher une adresse à partir d'un nom. On va aussi obtenir des éléments concernant la résolution.
Par exemple, on va me dire quel est mon nom de serveur, quelle est son adresse, et si je fais une résolution d'adresse mail pour le webmail Orange, par exemple, eh bien j'obtiens différentes adresses. Et vous voyez que j'ai bien plusieurs machines qui peuvent appartenir à des réseaux totalement différents, mais qui pourtant sont tous des serveurs de webmail d'orange.fr. Si je prends la baie par contre du département informatique, eh bien je n'ai qu'une seule adresse, je n'ai qu'un seul serveur et qu'une seule adresse IP qui va être associée, et c'est toujours le même serveur DNS qui me répond dans les deux cas. Le problème de l'organisation du nommage avec les serveurs DNS est un problème important pour la sécurité, puisque le serveur DNS va vous renvoyer une adresse IP. Donc, il peut tout aussi bien vous renvoyer vers un site vérolé ou aboutir à des contraintes de déni de service si le DNS sature. Donc, pour pouvoir y remédier, on va certifier les serveurs DNS en leur ajoutant des signatures numériques qui prouvent leur identité et qui prouveront donc la validité des informations qu'ils peuvent vous donner. Cela suppose donc de gérer des enregistrements complémentaires et d'avoir des informations complémentaires concernant la gestion des clés et la gestion des signatures. Enfin, dans la gestion des annuaires, on va également trouver d'autres fonctions qui vont permettre de répertorier les ressources et les usagers du réseau pour conserver des paramètres, gérer l'authentification, définir les droits d'accès. Ainsi, on peut organiser les ressources dans des logiques de groupe pour faciliter la gestion et définir des zones de responsabilité. Pour cela, on utilisera différents standards comme le standard X500 ou des annuaires selon les différents mondes, par exemple un annuaire LDAP ou l'Active Directory de Microsoft. De manière à avoir un maximum de cohérence, il va de soi qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler dans un monde cohérent pour pouvoir bénéficier de la totalité des services.